Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, Vladimir Poutine s'est accroché à la croyance arrogante que son opération militaire spéciale serait terminée en quelques jours. Ce ne fut pas le cas. Vladimir Poutine croyait que la taille de l'armée russe suffirait, mais il s'est trompé. Et maintenant, Vladimir Poutine compte énormément sur des partenaires étrangers, pour fournir de la main-d'œuvre, des investissements, et bien plus encore. La Russie a une lourde dette envers ses partenaires, qu'elle paie d'une façon inattendue pour Vladimir Poutine. L'extrême-orient russe tombe entre les mains de Xi Jinping et Kim Jong-un, et Vladimir Poutine ne peut rien faire pour l'empêcher. Du moins, c'est ce qu'affirme le service de renseignement extérieur de l'Ukraine, qui a publié un article intéressant le 16 octobre, détaillant les différentes façons dont la Chine et la Corée du Nord transforment lentement l'extrême-orient russe en zone de contrôle économique étranger. L'article dit que Vladimir Poutine, désespéré de continuer la guerre en Ukraine, va trop loin pour rembourser les rares alliés, ayant soutenu directement la Russie. Vladimir Poutine dépense de l'argent que la Russie ne peut plus se permettre pour payer la Chine et la Corée du Nord. Non, Vladimir Poutine rembourserait plutôt ses alliés de temps de guerre avec le territoire russe. Ou, comme le dit le service de renseignement extérieur, faute de ressources pour développer la plus grande région du pays, le district fédéral d'Extrême-Orient, Moscou ouvre la voie à une expansion extérieure. C'est essentiellement Vladimir Poutine qui dit à ses alliés que la Russie ne peut pas développer seule ces régions, donc il souhaite leur aide pour le faire. Le problème, que Vladimir Poutine ne semble pas voir, est qu'encourager cette aide fait perdre à la Russie le contrôle de vastes parties de son territoire. Regardons la Chine. Un rapide aperçu des investissements chinois en Extrême-Orient russe montre comment elle étend son influence dans cette vaste région. Le service de renseignement extérieur ukrainien indique que les investissements chinois dans l'extrême-orient russe pourraient atteindre 1 billion de roubles fin 2025. Cela équivaut à 126 milliards de dollars, soit la somme investie par la Chine pour accroître son influence. La Russie pense qu'elle fait une bonne affaire ici, mais la Chine n'investit pas de cette manière par pure bonté de cœur. Utiliser sa puissance financière pour gagner en influence est une part essentielle de la stratégie géopolitique mondiale de la Chine. La ceinture et la route, Belt and Road Initiative, en est un parfait exemple. Cela montre aussi à quel point la Chine peut être néfaste malgré ses investissements apparemment bienveillants. Comme l'a souligné The Guardian en mai, la Chine semble prête à recevoir une manne de 22 milliards de dollars en remboursement de prêts de la part des 75 nations les plus pauvres du monde dans le cadre de son programme Belt and Road Initiative. La Chine propose des investissements à ces nations, leur permettant de construire des infrastructures qu'elles ne pourraient autrement pas se permettre. Cet investissement doit être remboursé, c'est tout. La Chine maintient ces nations pauvres à sa merci aussi longtemps qu'elle le veut. Ensuite, soit il rembourse, soit la Chine renforce son contrôle sur ces nations. C'est une stratégie d'usurier digne de la mafia, mais efficace que la Chine semble appliquer en Extrême-Orient russe. Cependant, il y a un piège. L'action de la Chine en Extrême-Orient russe ne suit pas le schéma habituel de la Belt and Road Initiative. L'investissement est présent, mais les projets d'infrastructure habituels manquent. Au lieu de cela, comme le suggère le sénateur Viktor Kalachnikov de la région de Khabarovsk en Russie, la Chine construit son influence par le commerce, rien qu'à Khabarovsk, affirme Kalachnikov. En 2024, les échanges entre la Russie et la Chine ont augmenté de 55 millions de tonnes. Au premier semestre 2025, le commerce a encore augmenté de 36%. La Chine agit prudemment, sachant que la Russie refusera probablement ses prêts habituellement inéquitables via la Banque de développement des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La Chine rend les régions russes qu'elle vise dépendantes pour le commerce. Ces tendances croissantes ne sont pas dues au hasard. La Chine se place dans une position où elle dispose d'un énorme pouvoir de négociation à Khabarovsk. Il lui suffira simplement de menacer de couper les liens une seule fois. Cette région dépend presque totalement de la Chine pour le commerce, donnant à Pékin le contrôle voulu. Dargan précise que de nombreux investissements chinois visent aussi l'extraction des ressources, posant un autre problème à la Russie. Si la Chine s'empare des ressources russes en Extrême-Orient, Poutine perd l'argent qu'elle pourrait rapporter. Le président russe doit rembourser sa dette de guerre d'une façon ou d'une autre, affirme le service de renseignement extérieur ukrainien. Cependant, l'expansion de l'influence économique n'est pas tout ce que la Chine fait pour transférer subtilement le contrôle de l'Extrême-Orient russe hors des mains de Poutine. Dans un pays qui compte plus de 14 milliards d'habitants, les gens sont une marchandise. Et la Chine utilise cette ressource avec beaucoup d'efficacité contre la Russie, car elle applique progressivement ce que le service de renseignement extérieur de l'Ukraine décrit comme un changement démographique dans l'extrême-orient russe. Selon le rapport
la Chine a envoyé jusqu'à 2 millions de citoyens vivre et travailler entre les monts Oural et Vladivostok. Tout est planifié avec l'accord de Poutine à chaque étape. La majorité des Chinois arrivant dans ces régions travaillent grâce à des exemptions de visa et dans des zones économiques spéciales de l'extrême-orient russe. Les zones économiques spéciales sont intéressantes pour une raison simple. Ce sont des zones à l'intérieur d'un pays, qui fonctionnent selon des réglementations commerciales et économiques différentes du reste du pays. Pour la Russie, cela signifie que la Chine instaure des zones économiques spéciales, appliquant ses propres règles commerciales et économiques dans l'extrême-orient russe. Encore une fois, tout tourne autour du contrôle. Et ces zones économiques spéciales montrent qu'il échappe peu à peu à Poutine. L'autorisation des travailleurs immigrés chinois à travailler sans visa renforce l'idée que les zones économiques spéciales contrôlées par la Chine n'appartiennent plus vraiment à la Russie. La Russie pourrait avoir un accord pour retirer le statut de zones économiques spéciales aux régions peuplées par la Chine si nécessaire. Mais Vladimir Poutine serait réticent à exercer ce pouvoir. S'il offre des terres de l'extrême-orient russe pour obtenir le soutien chinois, il perd ce soutien s'il tente de les récupérer. La Russie pourrait ne jamais récupérer ces zones économiques spéciales. Et si elle essaie, elle devra relever la tâche délicate d'expulser environ 2 millions de ressortissants chinois de son territoire sans provoquer la colère du président Xi. Déplaire à la Chine est la dernière chose que Poutine veut actuellement. Comme l'a rapporté Reuters le 25 septembre, des ingénieurs chinois aident les fabricants russes de drones sanctionnés à améliorer leurs produits. Poutine a besoin de ces drones. En 2025, la stratégie aérienne russe a changé. Depuis mai, les attaques de drones contre les villes ukrainiennes ont fortement augmenté, avec entre 4000 et 6297 drones lancés chaque mois, selon les rapports. Selon l'Institut pour la science et la sécurité internationale, la Russie n'a pas lancé moins de 2000 drones par mois contre l'Ukraine en 2025. La Russie construirait ces drones avec l'aide de la Chine, donnant à Xi un levier supplémentaire sur Poutine. Tenter de freiner l'expansion démographique et économique de la Chine vers l'extrême-orient. Et ces ingénieurs en drones pourraient partir. La Chine s'empare lentement de territoires en extrême-orient russe. Mais qu'en est-il de la Corée du Nord ? Selon le service de renseignement extérieur de l'Ukraine, la grande erreur de la Russie ici est d'accueillir des dizaines de travailleurs nord-coréens dans son extrême-orient. Officiellement, le service affirme qu'environ 15 000 nord-coréens sont arrivés dans cette région rien que l'année dernière. Officieusement, le nombre pourrait monter à 50 000. La British Broadcasting Corporation mentionne également le chiffre de 50 000 dans un article publié en août, dans lequel elle rapporte que les travailleurs nord-coréens envoyés travailler en Russie opèrent dans ce qu'elle qualifie de conditions proches de l'esclavage. Le média a interrogé 6 travailleurs ayant fui ces conditions, dont Shan, qui a décrit une situation épouvantable. Des employés quittaient leur poste pour dormir ou s'endormaient debout, mais les superviseurs les trouvaient et les frappaient. « C'était comme si nous mourions », a dit Chan à la British Broadcasting Corporation. Les travailleurs travaillent à souvent tard, sans lumière ni équipement de sécurité. Un autre évadé raconte avoir travaillé 18 heures par jour sur un immeuble résidentiel en Russie. Pour Poutine, cela ressemble à un travail quasi esclavagiste, bon marché et venant d'un allié. Pour la Corée du Nord, c'est l'occasion de renforcer son influence et sa présence en Extrême-Orient russe. La Corée du Nord n'a pas l'influence économique de la Chine sur la Russie. La Russie manquant de main-d'œuvre pour développer l'Extrême-Orient, la Corée du Nord imite la Chine en utilisant sa population pour influencer Poutine. La Corée du Nord profite déjà largement de cet arrangement. Notez qu'il s'agit bien du pays, et non des travailleurs nord-coréens. Ces travailleurs reçoivent les salaires minimums possibles, alors que Kim Jong-un empoche 500 millions de dollars par an de la Russie, affirme le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Les entreprises russes ont déjà commandé 153 000 contrats de travailleurs nord-coréens, selon le service. Même en supposant que les 500 millions de dollars annuels concernent les 50 000 travailleurs non officiels de l'extrême-orient russe, cela fait tout de même 15 milliards par an. Si 500 millions de dollars concernent 10 000 travailleurs, alors 150 000 de plus, équivalent à 75 milliards supplémentaires. La Russie doit trouver cette somme. Vladimir Poutine a-t-il cet argent pour la main-d'œuvre, vu le coût de la guerre en Ukraine ? Peut-être pas. Sinon, la Corée du Nord pourrait utiliser ses contrats de travailleurs pour s'emparer de territoires en Extrême-Orient russe. La Russie semble ignorer ce qui se passe ici, du moins officiellement. En juillet, le Korea Jungang Daily a rapporté que les législateurs russes jugent les nouveaux travailleurs nord-coréens plus fiables que la main-d'œuvre migrante en Russie.
Ils travaillent à toute surveillance constante et risquent des sanctions s'ils ne supportent pas des journées exténuantes de 18 heures. Si ces travailleurs sont plus fiables, la Russie s'appuiera encore plus sur eux. Dans ce contexte, 153 000 nouveaux contrats prennent tout leur sens. Et Vladimir Poutine ne voit pas, ou ne se soucie pas, de l'impact que cela aura sur l'extrême-orient russe à l'avenir. La Russie joue un jeu très dangereux ici. Les risques encourus sont énormes. Dargan souligne que la Chine et la Corée du Nord accroissent leur influence par divers moyens, alliant puissance monétaire et force du nombre. La Chine accroît son influence dans l'extrême-orient russe, en créant une dépendance économique. La Corée du Nord crée une nouvelle dépendance avec sa main-d'œuvre bon marché. Les deux pays pourraient entrer en conflit à mesure que leurs tentatives de prise de territoire se chevauchent, selon Dargan. Mais même dans ce cas, la Russie sera un médiateur inefficace dans les conflits concernant des territoires que la Russie est censée contrôler. C'est un problème majeur pour la Russie. Selon le service de renseignement extérieur ukrainien, le Kremlin pourrait perdre 40% de son territoire, soit près de 7 millions de km² et 79 millions d'habitants. Le service conclut dans son rapport que l'Extrême-Orient devient une zone de stratégies étrangères. C'est un grand territoire risqué pour maintenir le soutien à la guerre en Ukraine, ce qui pourrait mener Vladimir Poutine à une ironie suprême. L'expansion de la Russie vers l'ouest pourrait lui faire perdre davantage à l'est. La Russie pourrait passer d'une période d'expansion à une ère de contraction. Du moins, c'est ce qu'affirme l'auteur et expert en investissement Daniel Peris. Perry note dans Engelberg Ideas que la crise démographique russe influence la situation en Extrême-Orient. En Russie, le taux de renouvellement de la population est de 2,1 naissances par femme. Le taux de fécondité est de 1,4 selon Perry. La population, aujourd'hui autour de 145 millions, devrait tomber à 136 millions d'ici le milieu du siècle. La population en déclin, aggravée par les pertes russes durant la guerre, pousse sans doute Poutine à chercher désespérément investissement et main-d'œuvre. Et au minimum, c'est un facteur contributif, car il ajoute une seconde nuance au tableau peu reluisant que Poutine est en train de peindre. Par son obsession pour l'Ukraine, il a déjà permis à la Chine et à la Corée du Nord de vouloir s'emparer de territoires russes. Après la guerre, Poutine aura encore besoin que ces deux nations donnent tout pour résoudre la crise démographique russe. L'influence va plus loin. La Russie perd du terrain en conséquence. La nouvelle stratégie eurasienne affirme que les conséquences actuelles résultent des erreurs de Poutine, dont l'annexion de la Crimée en 2014. Le centre confirme. Poutine a affirmé en 2013 que le pivot vers l'Est de la Russie était une priorité nationale du XXIe siècle, mais ce pivot s'est accéléré après la Crimée. Alors que l'Occident imposait des sanctions de plus en plus sévères depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, la Russie a cherché à limiter sa vulnérabilité à cette pression, en se tournant vers l'Est comme contrepoids. Ce pivot visait surtout à ouvrir de nouveaux marchés et à renforcer la présence géopolitique de la Russie en Asie-Pacifique, selon le centre. Mais en réalité, ce pivot a simplement conduit la Russie à remplacer sa dépendance économique envers l'Occident par une dépendance économique envers des pays comme la Chine et l'Inde. Ces pays, estimant la Russie leur égale, tire parti de sa faiblesse grandissante depuis l'invasion de l'Ukraine. On le voit dans les ventes de pétrole de la Russie. Frappée par les plafonds de prix et les sanctions, la Russie s'est tournée vers la Chine et l'Inde pour vendre son pétrole. Les deux ont profité de fortes réductions, la Chine économisant 10 milliards de dollars en 2022 et 2023 grâce au pétrole russe. Poutine voit cela comme un sacrifice financier nécessaire pour assurer des fonds à la Russie pendant la guerre. La Chine, l'Inde et d'autres y voient un moyen d'obtenir un levier et de s'enrichir aux dépens de la Russie. Le point que nous soulignons ici, c'est que Poutine comprend à quel point l'Orient est important, tant pour l'extrême-orient russe que pour l'Asie dans son ensemble. Mais ce qu'il n'a cessé d'échouer à faire, c'est d'établir la Russie comme une force géopolitique dominante dans les régions orientales. À présent, la Russie fait face à l'inverse de ce qu'elle comptait obtenir avec son pivot vers l'Orient. La Russie était censée être le pays qui gagnait de l'influence à l'intérieur d'autres nations. Ce sont plutôt la Chine et la Corée du Nord qui agissent ainsi envers la Russie en raison de la mauvaise stratégie de Poutine. En septembre, la fondation Carnegie a publié un article indiquant que la Russie avait mis presque tous ses œufs dans le panier chinois. L'organisation affirme ainsi que Poutine a renforcé ce qu'elle nomme la vassalité de la Russie envers la Chine. Poutine rend volontairement la Russie en partie dépendante de la Chine, juste pour obtenir ce qu'il veut en Ukraine. L'isolement de la Russie de l'Occident était la décision de Poutine, et cela nuit désormais à la Russie. Alors que la Russie s'éloigne davantage de l'Occident,
la Chine devient une bouée de sauvetage de plus en plus importante pour le régime de Poutine, sans alternative selon la fondation Carnegie. Quand Poutine a tourné le dos à l'Occident il y a 10 ans, la Chine a comblé le vide. Mais aujourd'hui, même si, pour une raison quelconque, il choisissait de se détourner de Pékin, il n'existe aucune alternative crédible. Voilà, en résumé, le problème de Poutine en Extrême-Orient. La Russie pourrait encore exercer une certaine influence sur la Corée du Nord, du moins jusqu'à ce qu'elle devienne totalement dépendante de ce pays pour sa main-d'œuvre bon marché. Cela pallie les problèmes démographiques russes et la perte de nombreux jeunes hommes en Ukraine. Mais la Chine est dans une position de force bien supérieure. Si Poutine rejette les investissements chinois, 2 millions de personnes et les zones économiques spéciales de l'extrême-orient russe seraient concernées. Où ira-t-il ensuite ? L'Occident ne tendra pas la main à la Russie sans de grandes concessions de Poutine en Ukraine. Refuser ces concessions a justement mené la Russie à cette situation. Donc, cela n'arrivera pas. Aucune autre nation aussi puissante économiquement que la Chine ne peut soutenir la Russie. Aucune nation avec laquelle Poutine n'a pas totalement rompu les liens avec la Russie. Il a si bien manœuvré Poutine que la Russie n'a plus d'autre choix. La Corée du Nord profite désormais de la faiblesse de Poutine en Extrême-Orient russe. Cela signifie-t-il que la Russie va perdre jusqu'à 40% de son territoire en Extrême-Orient, ce que le service de renseignement extérieur ukrainien affirme être en danger? C'est de plus en plus probable. Selon United 24 Media, le 15 octobre, la Chine fournirait 80% des pièces clés nécessaires à la guerre de drones de Poutine. La Russie va avoir besoin de ces pièces, ainsi que des ingénieurs, des investissements et de la main-d'œuvre pendant longtemps encore. La Russie contrôle désormais environ 20% de l'Ukraine, ses gains en 2025 représentant 1% du territoire. Il a fallu plus de 3 ans et demi à la Russie pour en arriver là, avec encore 80% de 80%. La Russie aurait besoin de décennies d'aide de ses alliés, qui profitent déjà de sa position pour gagner en influence en Extrême-Orient. C'est exactement comme le dit la fondation Carnegie. Il n'y a pas d'échappatoire pour la Russie. Poutine récolte ce qu'il a semé, même s'il sera peut-être parti depuis longtemps, quand on comprendra pleinement l'impact des sacrifices faits pour soutenir son invasion de l'Ukraine. La Russie ne parvient pas à lancer d'attaques mécanisées actuellement, malgré ses tentatives. Après un été passé à tenter d'infiltrer de petits groupes de soldats dans la ville logistique vitale de Pokrovsk, la Russie reprend ses anciennes tactiques en envoyant ses blindés contre les défenses ukrainiennes. Mais l'Ukraine les anticipe toujours. Résultat, plus de chars et véhicules blindés russes brûlent sur le champ de bataille. C'est ce qui s'est produit à Dobropilia le 16 octobre. L'Ukraine a tendu un piège parfait. Un bataillon russe est entré dans un enfer sans issue. United 24 Media indique que l'armée russe a tenté sans succès une attaque mécanisée près de Dobropilia. L'attaque visait à prendre Chikova, cible de Poutine durant une grande partie d'octobre. En fait, cette dernière attaque mécanisée a suivi une autre, au cours de laquelle la Russie a finalement déployé certains des chars de combat T-90IM qu'elle avait en réserve, pour voir ces chars être détruits en un instant. Regardez notre vidéo pour en savoir plus sur cette attaque ratée. Cette fois, la Russie pensait tirer des leçons de ses erreurs. Elle voulait prendre Chikova avec cette localité pour s'en servir de tremplin vers Dobropilia, puis attaquer Pokrovsk. Le problème est le même que celui auquel la Russie a été confrontée lors de toutes ces attaques mécanisées ces derniers temps. L'Ukraine était prête, et a détruit les chars et véhicules blindés russes. La nouvelle de l'assaut russe raté provient de la tristement célèbre garde nationale Azov, que l'Ukraine a déployée dans la région de Pokrovsk en août pour aider à contrer une série de prises de localités menées par les forces d'occupation russes. Depuis août, Azov reprend du territoire et protège les localités visées par les forces de Poutine. Le 16 octobre, la garde nationale Azov a encore réussi et l'a expliqué sur Telegram. Entre 5h30 et 8h du matin, l'ennemi a lancé une attaque avec 22 véhicules blindés. La plus grande colonne, composée de 11 unités des chars et des véhicules de combat blindés, a quitté la zone de la localité de Melenievka vers 7h50, a rapporté la garde nationale Azov. L'ampleur de ce bataillon blindé montre que la Russie prenait l'assaut sur Chakova très au sérieux. Ce n'était pas une simple tentative pour tester les défenses de l'Ukraine et voir comment elle réagirait. La Russie aurait probablement passé plusieurs semaines à rassembler suffisamment de chars et de véhicules de combat d'infanterie, ou véhicules de combat d'infanterie pour mener cet assaut. C'était aussi organisé. La référence à la plus grande colonne indique que la Russie avait séparé ses blindés, probablement pour attaquer Chakova de plusieurs côtés. Si la Russie a été autorisée à s'approcher de la localité sans qu'aucun obstacle ne soit mis sur sa route, elle aurait très bien pu réussir à prendre Chikova. La garde nationale Azov s'est imposée comme l'obstacle essentiel pour l'Ukraine, mais a d'abord dû surmonter des difficultés pour organiser sa défense.
La Russie est arrivée préparée, semble-t-il. Le pays avait manifestement tiré des leçons de son fiasco avec les chars quelques jours plus tôt. L'ennemi a préparé l'assaut à l'avance, selon la garde nationale Azov. Pour compliquer le minage des routes, l'ennemi a installé des postes d'observation pour repérer et détruire les drones ukrainiens. C'est intelligent de la part de la Russie. L'une des principales défenses de l'Ukraine dans la région de Pokrovsk a été de déployer des drones qui patrouillent les routes et tous les autres points d'incursion possibles que la Russie pourrait utiliser pour lancer ses assauts. La Russie s'est préparée avant l'assaut du 16 octobre pour une fois. Elle a envoyé des unités pour localiser les drones, plutôt que d'envoyer des soldats se faire détruire en reconnaissance. La Russie a aussi tenté de modifier sa conduite des assauts mécanisés. La garde nationale Azov rapporte que la Russie lançait ses assauts mécanisés depuis ses propres formations de combat, ce qui posait problème. Devoir parcourir une plus grande distance signifiait que ces assauts étaient exposés plus longtemps aux drones et aux mines ukrainiens. Le temps ne serait pas du côté des forces russes, car l'Ukraine pouvait profiter de ces longs trajets pour ruiner les chances de la Russie, avant même que ces assauts ne commencent. Cette fois, la Russie prévoyait d'utiliser le 15 octobre pour faire avancer lentement ses unités mécanisées jusqu'aux abords de Tchikova, en utilisant les arbres et les zones boisées pour se protéger des yeux omniprésents des drones ukrainiens dans le ciel. C'est une stratégie intelligente, surtout comparée aux autres attaques russes. Le plan était que la Russie réduise d'abord la distance, sans alerter l'Ukraine, afin de pouvoir ensuite lancer son assaut immédiatement. Au lieu de se déplacer, la stratégie russe a échoué. La garde nationale Azov l'a compris à temps. La manœuvre a échoué. 2 unités de véhicules blindés ont été repérées puis détruites par l'artillerie et les drones First-Person View des forces des systèmes sans pilote, avant même qu'ils tentent de se cacher dans la forêt, rapporte la garde nationale Azov. Les drones First-Person View ont dû agir comme la première vague de la défense de l'Ukraine. Le 16 octobre, l'Ukraine est passée d'attaquer les unités russes entrantes à les éliminer complètement. La garde nationale Azov indique que des minages efficaces ont probablement été faits sur les itinéraires prévus pour la Russie par l'Ukraine. Après avoir découvert et placé les blindés et équipements d'ingénierie avancés aux bons endroits, ils ont stoppé l'assaut russe. L'artillerie ukrainienne a alors dû intervenir. Alors que les drones First Person View détruisaient directement les blindés russes, l'artillerie ukrainienne tirait sur les positions ennemies pour empêcher l'approche des chars et véhicules de combat d'infanterie russes vers Tchikova. La Russie a tenté de se dissimuler dans les forêts ukrainiennes. Ces forêts se sont avérées un piège pour l'Ukraine, coûtant cher à la Russie. À la fin des contre-attaques ukrainiennes, 9 chars et véhicules de combat d'infanterie russes avaient été complètement détruits. 4 autres ont été endommagés. Cela signifie souvent qu'ils seront retirés plus tôt que prévu. Les forces russes abandonnent souvent leurs véhicules, dès le moindre problème. Ils le faisaient déjà dès le 1er mars 2022, et ils continuent de le faire depuis. Il est plus logique de quitter un véhicule endommagé et de se mettre à l'abri que d'y rester. Préférerais-tu être dans une grande cible à peine mobile alors que les drones ukrainiens te traquent? Ou tenterais-tu de fuir à pied, devenant une cible plus petite? C'est le choix des soldats russes quand leur blindage est touché. Et bien souvent, choisir de s'enfuir à pied conduit à ce que le blindage endommagé soit récupéré par l'Ukraine. La Russie ne visait pas uniquement Tchikova le 16 octobre. Volodymyrivka, un autre village visé par la Russie, a aussi bénéficié d'une contre-attaque coordonnée de la garde nationale Azov pour sa défense. En fait, c'est depuis la direction de ce deuxième village que nous obtenons notre preuve. Ce que la garde nationale Azov et les unités ukrainiennes avec lesquelles elle travaille ont réussi à accomplir le 16 octobre. La chaîne YouTube de The Sun a diffusé des images de la contre-attaque ukrainienne. La 82e brigade d'assaut aérien aurait joué un rôle clé dans l'installation et la fermeture du piège contre les forces russes. La majorité des images viennent sans doute des drones First Person View et de reconnaissance utilisés par la brigade sur le champ de bataille. Les images montrent les chars et véhicules de combat russes lors de leurs approches. On voit d'abord la vue d'un drone First Person View ukrainien suivant un véhicule blindé russe. Après quelques secondes, ce drone vire à gauche et attaque, touchant directement les chenilles du véhicule. La plupart des images montrent un drone ciblant un char ou un véhicule de combat russe. En quelques secondes, après avoir repéré la menace, le drone accélère et porte un coup direct. Ces drones First Person View mènent des attaques kamikazes, interrompant leurs images dès qu'ils touchent leur cible. La Russie pourrait utiliser ce fait pour dire que l'Ukraine n'a pas été aussi efficace que le 16 octobre. La garde nationale Azov et ses compatriotes en sont pleinement conscients. C'est pourquoi des drones de reconnaissance survolèrent les blindés russes pour capturer plus d'images de la situation. Des épaves en feu jonchent routes et lisières ukrainiennes. Le message envoyé à Poutine est clair. Voilà ce qui arrive aux blindés russes à Dobropilia.
Envoyez-en plus si vous l'osez. Que la Russie le fasse ou non, cela reste à voir. Il y a de fortes chances que d'autres assauts mécanisés aient lieu. Face à l'échec de Poutine à prendre Pokrovsk, la Russie voit Dobropilia comme son accès à cette ville clé. Ainsi, ce que l'Ukraine a accompli le 16 octobre sert probablement de présage pour l'avenir. Cela viendra des directions de Chakova et Volodymyrovka. La Russie a déjà tenté d'attaquer Chikova 2 fois cette semaine, échouant à s'en approcher à chaque tentative. Cela soulève la question de l'impact de la frappe ukrainienne réussie sur les forces russes pour l'avenir de Dobropilia et de la guerre. Une chose est certaine, les choses ne vont pas bien pour la Russie dans la direction de Dobropilia. RBC Ukraine l'illustre dans son rapport sur l'attaque ukrainienne du 16 octobre, apportant aussi des détails sur une offensive russe du 13 octobre. Le 13 octobre, la Russie a perdu 16 véhicules blindés lourds, dont des BMP, MT, BLB et des chars. En ajoutant les 9 blindés perdus par la Russie 3 jours après, la semaine a été très productive. Les défenseurs de Dobropilia en Ukraine ont détruit 25 véhicules blindés et chars, portant un coup important aux forces russes qui visaient à prendre Chakova et attaquer Dobropilia. Dans un rapport séparé du 13 octobre RBC, Ukraine révèle que la Russie a perdu 78 soldats lors de cette attaque. Le nombre de soldats tués le 16 octobre reste inconnu, la garde nationale Azov n'ayant pas communiqué cette information. Probablement parce qu'elle est encore en train de comptabiliser les chiffres pour déterminer combien de soldats russes ont réussi à s'échapper, et combien sont morts, à l'intérieur de leurs blindés. Mais les 78 pertes du 13 octobre constituent déjà un lourd tribut. Cela illustre une campagne de Dobropilia qui nuit vraiment à la Russie sur le plan des effectifs. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a évoqué sur Facebook l'absence de succès russe à Dobropilia dans une vidéo. Lors de notre contre-offensive à Dobropilia, les pertes russes dépassent déjà 3000, la plupart irréparables, selon Zelensky. Les Russes tentent ici une percée majeure, mais nos forces les neutralisent. Il y a ici quelques points importants. Premièrement, il est clair que la Russie tente de prendre Dobropilia depuis longtemps, avant son échec du 16 octobre. Perdre 3000 soldats pour cette ville relativement petite est déjà suffisamment embarrassant, d'autant plus que la Russie n'a même pas encore réussi à s'approcher de Dobropilia. Cela montre aussi à quel point Poutine se soucie peu des soldats qu'il envoie dans ses assauts. La Russie a tenté d'éviter une attaque frontale le 16 octobre, mais cela a échoué. Lors d'autres assauts, ses forces ont attaqué directement les défenses ukrainiennes, facilitant l'accumulation des pertes russes par l'Ukraine. Zelensky précise aussi que la majorité des 3000 pertes étaient irrécupérables. Le président ukrainien signale une tendance notable dans la guerre en Ukraine. Le 13 octobre, Politica a indiqué que la Russie avait un ratio élevé de soldats tués par rapport aux blessés. Actuellement, ce ratio équivaut à 13 soldats blessés pour chaque soldat tué en Ukraine. C'est un ratio effrayant. Aujourd'hui, lors des guerres, un pays compte souvent plus de blessés que de morts. Cela est dû à l'impact de la médecine moderne et à des protocoles d'évacuation plus stricts. La Russie, semble-t-il, est prête à laisser ses blessés se débrouiller seuls, et beaucoup meurent en conséquence. En ce qui concerne les 3000 victimes à Dobropilia, ce ratio signifierait que bien plus de 1000 de ces victimes sont des morts. C'est un vrai problème pour la Russie. Cela signifie que les futures offensives seront soit faibles en raison de l'ampleur des pertes humaines, soit retardées, pendant que la Russie tente de remplacer ses soldats par des réservistes. Rappelez-vous que tout cela se passe uniquement dans la direction de Dobropilia, et Dobropilia n'est même pas la cible principale de Poutine. La Russie multiplie les assauts autour de Dobropilia pour se rapprocher de Pokrovsk. Chaque échec à Dobropilia oblige Poutine à attendre davantage pour prendre Pokrovsk. Si la Russie la capture un jour, Poutine estimera avoir assez attendu. Cet été, la Russie a lancé une grande offensive vers Pokrovsk, censée provoquer la chute de la ville. En août, Poutine a mobilisé 110 000 soldats et lancé plusieurs assauts sur plusieurs mois, s'emparant de territoires près de Pokrovsk. L'Ukraine a contre-attaqué et récupéré nombre des localités clés temporairement occupées par la Russie. Mais la Russie n'est pas plus près de prendre Pokrovsk qu'au lancement de l'offensive censée anéantir la défense ukrainienne avant fin août. Et Poutine a besoin que Pokrovsk tombe. Si ce n'est pas le cas, la Russie aura vraiment du mal à revendiquer l'ensemble du Donetsk. Depuis le début de la guerre, Pokrovsk était l'un des principaux bastions ukrainiens sur le front de Donetsk. Ce n'est pas seulement que Pokrovsk est une ville importante en termes de taille. Elle occupe une position idéale comme centre logistique pour l'Ukraine afin d'approvisionner ses forces à Donetsk.
Euronews indique que Poutine veut Pokrovsk pour couper cette voie logistique et l'utiliser pour ses troupes. Pokrovsk n'est qu'à 124 miles de la frontière administrative de Donetsk, considérée comme la ligne d'arrivée de la campagne russe. Si les forces de Poutine l'atteignent, Donetsk sera sous contrôle russe. Pokrovsk est un obstacle majeur qui empêche cela de se produire. Et avec les forces russes, qui échouent autant à Dobropilya, il semble peu probable que la Russie prenne Pokrovsk de sitôt. Tu te souviens des 110 000 soldats que Poutine a dédiés à Pokrovsk? Des assauts ratés comme ceux observés contre Dobropilya le 16 octobre réduisent sérieusement ses effectifs. Le 16 octobre, David Axe, écrivant pour Euromiden Press, a rapporté que des documents russes divulgués ont révélé que la Russie subit 35 000 pertes par mois en 2025. Toutes ces pertes ne se produisent pas vers Pokrovsk. Axe indique que la volonté de la Russie de prendre Pokrovsk a fait grimper ses pertes de 18 à 20%. En d'autres termes, sans le nombre de soldats envoyés à Pokrovsk, la moyenne mensuelle des pertes russes serait sous 35 000. C'est un vrai hachoir à viande en ce moment. Concernant les assauts suicidaires, la Russie a au moins tenté d'éviter que le 16 octobre en soit un nouveau. Elle a échoué, mais elle a tenté. D'autres unités ont eu moins de succès, comme nous l'avons découvert le 22 septembre. À ce moment, United 24 a rapporté que des troupes russes accusaient leurs commandants de les envoyer dans des assauts suicidaires, quasi inévitables. Ces assauts, qui ont lieu quotidiennement autour de Pokrovsk, impliquent essentiellement que les commandants russes ordonnent à leurs troupes d'attaquer, que ces forces soient prêtes ou non à lancer un assaut. Un soldat russe a documenté sur Telegram le résultat d'un assaut suicidaire, filmant les corps de camarades tombés au combat. L'armée de l'air ukrainienne a réagi, déclarant « Voilà encore un exemple du mépris du commandement russe pour la vie de ses soldats. On leur promet de gros contrats et un traitement humain, mais ils n'obtiennent rien et sont envoyés au combat sans équipement ni soutien, directement dans des assauts suicidaires. Ces assauts suicidaires ne fonctionnent ni à Pokrovsk, ni à Dobropilya, ni nulle part ailleurs dans la région de Donetsk. Et le rythme d'avancée de la Russie le prouve. Le 16 octobre Newsweek a rapporté que le ministère britannique de la Défense a indiqué que l'avancée russe avait ralenti de moitié en septembre par rapport à août. Cette baisse de moitié s'inscrit dans une tendance à la baisse entamée en juin lors de l'offensive estivale russe. Cela signifie que Poutine sacrifie plus de soldats qu'à n'importe quel autre moment, en 2025, et qu'il gagne moins de terrain en échange de ce sacrifice. Le 16 octobre n'est pas une attaque de chair à canon à proprement parler, mais illustre l'inefficacité croissante des offensives russes. L'Ukraine les repère souvent de loin. Quand des unités mécanisées interviennent, de nombreux soldats russes meurent à Dobropilya et à Pokrovsk. Nous avons évoqué les unités mécanisées. 9 autres ont été neutralisées, un chiffre pouvant monter à 13 après le piège ukrainien du 16 octobre. La Russie refusera cela, ayant déjà du mal à lancer de tels assauts. Après près de 4 ans de guerre d'usure, ses stocks de chars et véhicules blindés sont épuisés. Le ministère des Finances ukrainien rapporte que la Russie a perdu 11 261 chars et 23 384 véhicules blindés entre le début de l'invasion de Poutine et le 16 octobre. Cela représente 34 645 blindés détruits. La Russie manque d'unités mécanisées pour des assauts comme celui de Dobropilya. Ce genre d'assaut doit réussir pour la Russie. Quand ces chars et véhicules sont détruits avant d'attaquer, cela aggrave une situation déjà mauvaise. En février, l'Institut international d'études stratégiques signalait que la Russie risquait de manquer de chars d'ici 2027. Selon Newsweek, des incidents comme l'échec du 16 octobre n'aideront pas la Russie à résoudre ce problème. Et on commence vraiment à voir à quel point la situation des blindés russes est mauvaise en ce moment. Le 7 octobre, United 24 Media a indiqué qu'une analyse satellite des bases de stockage russes montre que la Russie est passée de 7342 à seulement 92 chars utilisables en réserve. Elle possède beaucoup d'autres chars, mais ils sont dans divers états de délabrement, beaucoup ne servant qu'à fournir des pièces pour d'autres chars qui ne sont pas aussi décrépits. Si ces tendances continuent, 2026 s'annonce difficile pour les assauts terrestres russes. Même avec des blindés à déployer, l'Ukraine a prouvé le 16 octobre qu'elle sait s'en occuper. C'est incroyable ce que deux pays peuvent accomplir lorsqu'ils s'unissent pour résoudre un problème. C'est exactement ce que l'Ukraine et les États-Unis font récemment, puisque les développeurs de drones ukrainiens collaborent avec une entreprise américaine pour concevoir un véhicule aérien sans pilote, ou véhicule aérien sans pilote capable d'apporter l'enfer à la Russie.
Cet véhicule aérien, sans pilote, est maintenant prêt à être utilisé. Cela signifie que l'Ukraine a accompli quelque chose que peu de gens auraient cru possible pour l'armée américaine. El-Azhar a aidé l'armée la plus avancée du monde à rattraper son retard dans le seul domaine où elle était vraiment à la traîne. La puissance des drones américains vient d'être décuplée, et c'est grâce à l'Ukraine. Le 16 octobre, United 24 Media a annoncé que le drone Artemis, équipé d'intelligence artificielle, a été testé et approuvé pour la production de masse. Le drone a été conçu par l'Ukraine avec l'entreprise américaine de défense, logiciel et intelligence artificielle d'Ortarian. L'Ukraine et les États-Unis avaient un plan. Créer un drone d'attaque longue porté en tirant parti des leçons apprises par l'Ukraine face à la Russie. Artemis en est le résultat, et ce drone semble être sur le point de changer la donne. Cette raison sera explorée dans un instant. Walterian a annoncé que le drone est prêt à être utilisé dans un communiqué de presse précisant ce que les États-Unis et l'Ukraine viennent d'accomplir. Walterian est partenaire du programme Artemis avec un fabricant ukrainien de matériel, dont le nom reste confidentiel pour des raisons de sécurité. La société affirme que garder le fabricant ukrainien confidentiel est une bonne décision. L'Ukraine développe sa fabrication de drones depuis un certain temps, et cherche à donner le moins d'informations possible à la Russie. Si les forces de Vladimir Poutine découvraient un nom, cela donnerait quelques indices aux services de renseignement du pays. Cela pourrait les mener à l'endroit où se trouve le fabricant ukrainien derrière Artemis. Une frappe contre ce fabricant aurait pu mettre fin au projet Artemis. Donc, le secret était d'une importance capitale. Arterian ajoute que le nouveau drone a subi une vaste série de tests, comprenant un lancement au sol et la navigation vers une cible avec l'aide du système de positionnement global. Des tests ont également été effectués pour s'assurer que le drone peut toujours voler vers une cible dans un environnement privé de système de positionnement global. De plus, les tests évidents visant à vérifier la capacité d'emport, la durée de vol et la capacité à effectuer une attaque terminale ont tous été réalisés. Orterian annonce que la phase de test est terminée et que le drone va entrer en production de masse. Après le programme Artemis, Alterian entame la montée en puissance avec le département de la guerre pour viser une coproduction à grande échelle, déclare Orterian. L'entreprise s'engage à soutenir la production nationale américaine tout en fournissant une couche logicielle commune qui garantit l'interopérabilité et l'amélioration continue. Soyez attentifs à cette phrase, elle est très importante. Arterian dit qu'il ne s'agit pas de n'importe quel drone développé en collaboration avec l'Ukraine. C'est un drone qui est soutenu par une couche logicielle commune qui sera utilisée par chaque pays exploitant l'Artemis. En d'autres termes, l'Ukraine ne sera pas le seul pays à mettre la main sur ce nouveau drone. Les États-Unis vont en construire beaucoup pour eux-mêmes, et ils pourront améliorer un drone déjà impressionnant au fil du temps. Grâce à sa coopération avec l'Ukraine, l'importance de ce type de déclaration ne peut pas être niée. En mars, la relation entre l'Ukraine et les États-Unis est devenue si conflictuelle que les États-Unis ont suspendu toute aide militaire à l'Ukraine. À l'époque, une telle coopération pour créer le drone Artemis aurait paru impossible. L'Ukraine faisait face à un avenir où elle devrait combattre la Russie sans son allié le plus puissant. Avançons jusqu'en octobre. Et les États-Unis n'aident pas seulement l'Ukraine à nouveau, ils travaillent aux côtés de l'Ukraine pour développer exactement les types d'armes qui infligeront le plus de dégâts possible à la Russie. Et cela nous ramène au drone Artemis, et à ce qu'il apporte réellement à l'Ukraine, et, à terme, aux États-Unis. Les spécifications de base rendent ce nouveau drone similaire aux autres drones longue portée de l'arsenal ukrainien. L'Artemis a une portée éprouvée au combat de 1000 miles, et peut transporter une ogive de 40 kg, rapporte United 24 Media. Ce n'est pas très éloigné des spécifications du drone Lyuti de l'Ukraine, qui existe depuis 2024, et a été utilisé lors des récentes attaques à longue portée de l'Ukraine contre le secteur du raffinage du pétrole en Russie. Le Lyuti a une portée déclarée de plus de 1000 km, et peut transporter une ogive pesant jusqu'à 50 kg, a rapporté Militani en avril 2024. Cependant, le 3 octobre, le même média a rapporté qu'un drone Lyuti avait été aperçu à 1400 km à l'intérieur de la Russie, certains médias suggérant une distance plus proche de 1500 km, ce qui rapproche sa portée de la nouvelle Artemis. Alors, qu'est-ce qui rend Artemis si spécial ? L'Ukraine possède déjà des drones pouvant parcourir de telles distances et transporter des ogives plus lourdes. L'important, ce n'est pas le drone en lui-même, mais plutôt le logiciel qui permet de le faire fonctionner.
C'est là qu'Otarien entre en jeu. Et l'entreprise a développé un ensemble qui pourrait faire de l'Artemis l'un des drones, sinon le drone le plus dangereux de l'arsenal ukrainien. Ce logiciel, c'est le système de navigation visuelle Arterian, et il fonctionne grâce à l'ordinateur de mission Skynode N, qu'Alterien a développé dans le cadre de ce projet commun. Grâce à ce système, l'Artemis est capable de naviguer jusqu'à une cible et de mener une frappe contre celle-ci. Même lorsque le système de navigation par satellite qu'il utilise a été perturbé par les techniques de brouillage de la Russie, le drone dispose également d'un guidage terminal intégré, ce qui, selon Alterian, lui confère une précision extrême lors de la phase finale de son vol. Ce logiciel permet à l'Artemis d'être utilisé par tout pays allié à l'Ukraine et aux États-Unis. Comme le souligne le président directeur général d'Alterian, Lorenz Meyer, l'autonomie pilotée par logiciel change la nature de la dissuasion. Affirme Meyer. Notre Artemis entrant est conçu pour la production de masse et le déploiement rapide, permettant aux nations partenaires de déployer à grande échelle des capacités de frappe autonomes et résilientes. Ne sous-estimez pas l'importance de ce logiciel. Un drone longue portée résistant au brouillage russe est une menace majeure pour Poutine. Comme le souligne Politico, la Russie a de plus en plus recours au brouillage système de positionnement global au cours de la guerre en Ukraine. Souvent, cette technologie est utilisée à des fins de guerre hybride, comme les attaques constantes de la Russie contre la navigation maritime et les avions volant dans l'espace aérien de l'OTAN. La Russie a aussi placé des brouilleurs systèmes de positionnement global dans plusieurs sites pour se protéger des drones ukrainiens longue portée. L'idée est simple, la plupart des drones utilisent le système de positionnement global pour trouver leur cible. Si le système de positionnement global est brouillé, le drone perd sa direction et dévie de sa trajectoire. Artemis semble avoir atténué ce problème pour l'Ukraine. Et lorsque les États-Unis commenceront à utiliser le drone, ils sauront également qu'ils disposent d'une arme que la Russie ne peut pas brouiller. Un addendum inattendu s'ajoute au problème de brouillage du système de positionnement global. L'Ukraine utilise également des techniques de brouillage pour empêcher les drones Shahed russes d'atteindre leur cible. Comme l'a révélé Business Insider, le 16 octobre, cela signifie que le ciel ukrainien devient tellement saturé de ses propres brouilleurs, système de positionnement global, qu'il devient difficile pour le pays de déterminer comment lancer ses drones sur le territoire russe. Dimko Zluktenko, pilote dans les forces de système sans pilote ukrainiennes, a expliqué à Business Insider que nous devons nous coordonner et signaler quand nous traversons la ligne de front. Plusieurs questions intéressantes se posent ici. Lorsque l'Ukraine désactive son brouillage système de positionnement global pour envoyer ses propres drones, cela ouvre des voies d'attaque à la Russie. La Russie pourrait ne jamais synchroniser ses frappes de drones longue portée pour exploiter ces opportunités. Cependant, il reste possible que les drones russes arrivent quand les Ukrainiens partent, rendant les brouilleurs ukrainiens inactifs. L'autre souci est que le brouillage actif limite les zones de lancement de drones pour l'Ukraine. Les deux problèmes pourraient être résolus par Artemis, qui semble tout aussi capable de surmonter le brouillage système de positionnement global de l'Ukraine, que de contrer les techniques de guerre électronique de la Russie. Skynode N sera une avancée majeure pour le drone Artemis. Et qui sait ? C'est peut-être le genre de choses que l'Ukraine pourra intégrer dans ses propres drones, ce qui, à son tour, pourrait profiter aux États-Unis. Artemis pourrait devenir le pionnier permettant à l'Ukraine de produire localement des drones conformes aux exigences américaines. Chaque pays renforce l'autre, tout cela grâce au logiciel utilisé par ce premier drone. Les drones Shahed russes viennent d'être évoqués. Comme le note Defense Express dans son rapport sur l'Artemis, Alterian a publié une seule image de son nouveau drone. Cela révèle qu'il partage plus que quelques similitudes de conception avec le Shahed. La forme en particulier lui donne un air de Shahed 136. Cependant, cela ne devrait pas surprendre. Le Shahed serait basé sur le Deutsche Autoregister allemand, selon la source, et cela daterait de plusieurs décennies. C'est un design éprouvé et testé. Cependant, les forces combinées d'Alterian et de ses partenaires ukrainiens ont fait bien plus que simplement copier le travail de quelqu'un d'autre. Ils ont modifié le design pour qu'il soit meilleur que jamais. L'Artemis dispose d'une caméra frontale, selon Defense Express, qui transmettra probablement un flux vidéo en direct à l'ordinateur de mission Skynode N pour piloter le drone. Cette caméra pourrait permettre à Artemis d'agir comme drone de reconnaissance longue portée, recueillant des renseignements sur des cibles potentielles en Russie. Le drone a aussi des antennes supplémentaires. Ces antennes permettent généralement au drone et à son opérateur de communiquer. Il paraît qu'Artemis a peut-être des antennes de secours, contrairement à Shahed.
Enfin, Défense Express précise que le drone Artemis a aussi un moteur électrique, ce qui est rare pour les drones longue portée. Altérien et ses partenaires ukrainiens ont peut-être développé ce moteur afin qu'Artemis soit plus silencieux que les autres drones longue portée. Ainsi, Artemis est à la fois familier et différent, et ce n'est pas une mauvaise chose. La familiarité facilite l'intégration d'un drone dans l'arsenal d'un pays. L'influence de l'Ukraine sur la conception peut ici être évidente. Comme dit en début de vidéo, les États-Unis ont tiré parti de l'expérience ukrainienne pour créer Artemis. Le produit final semble être un équivalent du Shahid bien plus avancé, doté de certaines capacités autonomes et résistant à la guerre électronique, rapporte Euromaidan Press. L'Ukraine en sera ravie. Les États-Unis seront heureux d'avoir un drone longue porté à développer en interne et testé au combat en Ukraine. L'étape suivante est la coproduction à grande échelle du drone qu'Alterian semble bien maîtriser. Euromaidan Press rapporte que l'entreprise construit déjà plusieurs lignes de production en Ukraine, aux États-Unis et en Allemagne, ce qui est intéressant. Cela pourrait indiquer que l'Artemis rejoindra bientôt les arsenaux des membres européens de l'OTAN. Des lignes de production hors d'Ukraine empêchent la Russie de bloquer la fabrication de l'Artemis, des drones, même si elle parvient à se découvrir et à frapper le fabricant ukrainien qui a travaillé sur le drone. Sauf si la Russie veut une guerre avec les États-Unis ou l'Allemagne, elle devra l'accepter. Les deux pays peuvent fournir ce drone à l'Ukraine si elle ne peut pas le produire elle-même. Donc, il semble que tout soit prévu. Artemis est là et il va être déployé en masse une fois que la production sera lancée. Alors, que signifie le développement de ce drone pour l'avenir? Pour l'Ukraine, le succès d'Artemis illustre parfaitement la coopération dans la production de drones. Selon Euromaidan Press, elle tente de démarrer avec un maximum de sous-traitants externes. Décision intelligente de l'Ukraine. Le pays mise sur ses programmes de développement conjoints pour renforcer ses liens avec ses alliés occidentaux, tout en se servant de lui-même comme terrain d'essai pour les produits issus de ces relations. Mikhailo Fedorov, vice-premier ministre ukrainien chargé de l'innovation, de l'éducation, de la science, de la technologie et ministre de la transformation numérique, a présenté l'approche du pays lors de l'expo Defense Tech Valley en septembre. C'est le cycle de l'innovation. Et ici nous avançons assez rapidement, a déclaré Fedorov. Message envoyé à nos partenaires arrivés aujourd'hui. Sans test en Ukraine, vos produits ne seront plus compétitifs sur le marché de la défense. Les États-Unis ont clairement entendu ce message. Plusieurs autres nations aussi. Le 15 octobre, le Royaume-Uni a annoncé l'envoi de 85 000 drones à l'Ukraine et un investissement d'environ 730 à 760 millions de dollars en 2025 pour soutenir la production de drones en Ukraine. Le Royaume-Uni et l'Ukraine ont signé un accord technologique visant à développer un nouveau drone intercepteur pour contrer les drones longue portée russes. Bien sûr, le Royaume-Uni pourra également construire ce drone lorsqu'il sera prêt, ce qui signifie qu'il pourra ajouter ce nouveau drone à ses propres stocks. Le Royaume-Uni a également travaillé aux côtés de la Lettonie pour créer la coalition internationale des drones avec l'Ukraine. Cette coalition aide l'Ukraine à développer et tester de nouveaux drones. Tout cela sera probablement également utilisé par les membres de la coalition. Le 3 juillet, United 24 Media a annoncé que la coalition compte maintenant 20 membres, la Turquie et la Belgique ayant récemment rejoint. On assiste ici à une volonté de standardiser la technologie des drones dans l'OTAN. Oui, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, du moins pas encore. Mais pratiquement tous les pays avec lesquels elle collabore sur ce type de produit de drones sont des alliés de l'OTAN. Et cela signifie de très mauvaises choses pour Poutine. Le dirigeant russe semble envisager une guerre avec l'OTAN s'il réussit en Ukraine. Avant ces développements conjoints, la majorité des drones ukrainiens étaient conçus localement sans réelle standardisation. Il semble qu'un arsenal de drones, chacun avec un but précis, soit en cours de construction, à la fois pour une utilisation en Ukraine dès maintenant, et pour une utilisation par l'OTAN à l'avenir. L'Artemis n'est que le dernier d'une liste de plus en plus longue. Les drones seront bientôt fabriqués selon une norme de l'OTAN, comme de nombreuses autres armes du collectif de défense. La création d'Artemis marque également le renforcement des liens entre l'Ukraine et l'Artérien. Le drone Artemis n'est pas leur première collaboration. En juillet dernier, Arterian a signé un contrat avec l'Ukraine pour livrer 33 000 de ses kits Skynode Strike. Cet accord de 50 millions de dollars bénéficie aussi du soutien du Pentagone, illustrant la coopération croissante de l'Ukraine avec l'industrie de défense américaine.
L'achat de ces kits confirme que l'Ukraine cherche à intégrer le système Skynaut du drone Artemis à ses autres drones, comme mentionné précédemment. Et puis, il y a les États-Unis. Aussi important que puisse être le développement de l'Artemis pour l'Ukraine, il le sera tout autant pour les États-Unis. Les États-Unis ont un problème avec leur armée. Malgré l'avancée de son matériel, les États-Unis restent en retard sur de nombreux pays dans le développement des drones. Avant la guerre en Ukraine, les drones étaient jugés utiles, mais pas décisifs pour changer une guerre. Mais l'Ukraine a changé la face de la guerre grâce à son utilisation des drones, prouvant qu'ils sont essentiels. Lorsqu'ils combattent un pays comme la Russie qui utilise des tactiques d'usure au sol, les États-Unis se sont retrouvés face à un dilemme. Ils avaient investi des milliers de milliards de dollars pendant des décennies dans les futures plateformes et défenses aériennes. Mais ils avaient fortement sous-investi dans l'arme qui s'avérait la plus utile contre la Russie, comme l'a souligné Cable News Network le 15 septembre. La majorité des soldats américains manquent de compétences pour utiliser des systèmes sans pilote. Bien que les États-Unis excellent dans la fabrication d'armes lourdes et coûteuses comme avions de chasse, chars et missiles guidés, de nombreuses façons, le pays n'est pas prêt à produire rapidement de grandes quantités de petits systèmes bon marché comme les drones, selon le média. Et Cable News Network n'est pas le seul média à le souligner. Le 14 octobre, la zone de guerre a rapporté que le lieutenant-général Charles Costanza, commandant du 5 corps, a clairement indiqué que les États-Unis avaient beaucoup de retard à combler. « Nous sommes en retard, je serai franc. Nous savons que nous sommes en retard », a déclaré Costanza au symposium annuel de l'Association de l'armée américaine. Nous parlons des capacités de lutte contre les drones, des systèmes aériens sans équipage et des capacités de drones depuis une bonne partie de la dernière décennie. En réalité, nous avons observé la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et nous avons véritablement assisté au début des capacités des drones et des systèmes aériens sans équipage. Observer et discuter diffèrent de construire et utiliser. L'Ukraine a surtout fait ces deux dernières choses, ces 4 dernières années. Les États-Unis se sont trop focalisés sur les 2 premières. Maintenant, le temps d'observer et de discuter est terminé, car l'Amérique fait face aujourd'hui à un problème qu'elle n'aurait jamais pensé devoir affronter. Les sous-traitants de la défense tentent de rattraper leur retard. Des milliers de demandes sont faites pour obtenir des images de frappes réussies de drones ukrainiens, selon Cable News Network. Federal Fast déclare: l'Ukraine a la possibilité de tirer parti de son innovation en matière de drones pour se rapprocher davantage de ses partenaires occidentaux, et elle en profite. Les États-Unis, en revanche, approuvent les types de contrats qu'Altérien signe avec l'Ukraine, parce qu'ils savent qu'un autre pays les précède enfin en technologie militaire. Selon le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, la létalité ne sera pas limitée par des restrictions auto-imposées, notamment quand il s'agit de technologies inventées mais développées trop lentement. Hegseth dit que la technologie des drones progresse si rapidement que notre principal risque est d'éviter le risque. Hegseth dit aussi qu'il s'attend à ce que les capacités des drones soient intégrées dans l'armée américaine d'ici 2026, ce qui inclut le développement de la capacité à mener des guerres de drones force contre force. Le drone Artemis pourrait aider les États-Unis à développer cette capacité. Et ce drone n'aurait pas été possible sans la coopération de l'Ukraine avec un fabricant américain pour le rendre réel. Le président russe, Vladimir Poutine, est au pouvoir depuis 25 ans. Il a dirigé la Russie fermement, restant président en usant de toutes les astuces pour conserver le pouvoir. Il veut marquer l'histoire comme le plus grand dirigeant de sa nation. Il s'est présenté comme un défenseur des valeurs traditionnelles, un gardien de la souveraineté. Seul un homme peut conduire un pays aussi grand et influent que la Russie vers la gloire et la prospérité. Mais tout finit par avoir une fin. Et le contrôle de Poutine sur la Russie commence vraiment à vaciller, atteignant un point si bas que même le Kremlin ne peut plus le dissimuler. Le pire dans tout cela, du point de vue de Poutine, c'est que tout cela est de sa propre faute. Le président, qui vient de fêter ses 73 ans, aurait pu diriger la Russie encore de nombreuses années. Peut-être jusqu'à 80 ans, ou plus. Tout ce qu'il avait à faire, en somme, c'était exactement ce qu'il avait fait durant toute sa carrière politique. En suivant le même schéma éprouvé qu'il avait maintenu relativement populaire auprès du peuple russe et extrêmement puissant sur la scène mondiale. Il se retrouve désormais piégé dans un trou si profond qu'aucun allié ni fanfaronnade ne pourra l'en sortir. C'est entièrement sa faute. C'est le résultat final de ses propres décisions imprudentes, de son excès d'arrogance et d'une énorme erreur de jugement. Et tout remonte au début de l'année 2022, lorsque le président russe a donné l'ordre qui allait changer le monde moderne à jamais.
Cherchant à étendre encore davantage sa sphère de pouvoir et d'influence, Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine, ordonnant à son armée de franchir la frontière et d'entrer sur le territoire de son voisin. Il a alors justifié sa décision par des allégations infondées de prise de contrôle de l'Ukraine par des nazis, et c'était à la Russie d'intervenir pour sauver la situation. En fait, le monde entier a perçu ce geste comme une nouvelle preuve de l'insatiable soif de pouvoir de Poutine. Il voulait plus de terres, plus de ressources, plus d'influence, et il était prêt à tout pour les obtenir. Puis vint sa grande erreur de jugement. Il croyait que ce serait simple, compte tenu de l'énormité de son armée, des quantités énormes de chars, de véhicules blindés, de missiles et bien plus encore que la Russie avait dans son propre arsenal, et la grande différence entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Poutine pensait que les troupes russes vaincraient facilement les faibles défenses ukrainiennes, marcheraient sur Kiev, et y planterait le drapeau russe, en quelques jours ou, au plus, quelques semaines. Comme on le sait bien maintenant, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Ukraine s'est révélée être un adversaire bien plus coriace que ce que Poutine aurait pu imaginer. Son peuple s'est levé, défendant sa terre avec héroïsme et fierté. Dans tout le pays, soldats entraînés et simples civils ont pris les armes et résisté face aux soldats russes qui avançaient. Dans son ensemble, le pays d'Ukraine a montré qu'il ne tomberait pas sans se battre. Tout espoir de victoire rapide et écrasante de Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin s'est envolé. Et même si la Russie a fait quelques progrès dans les premiers jours et semaines, l'avancée de l'armée a rapidement commencé à stagner. Puis, avec le temps, l'Ukraine a commencé à repousser les Russes, à reprendre les territoires perdus, et même à franchir la frontière pour entrer en Russie. À certaines étapes, reprendre des territoires à Poutine, l'humiliant sur son propre terrain. L'Ukraine est progressivement devenue plus forte et stratégique, étant désormais reconnue comme l'une des puissances militaires les plus compétentes au monde. L'Ukraine a ensuite mené des frappes en profondeur, utilisant missiles et drones contre des cibles russes importantes. Les effets de ces attaques sont évidents. La Russie se trouve actuellement dans un état de désarroi économique et fait face à une crise du carburant sans précédent, qui ne montre aucun signe d'amélioration dans un avenir proche. Ses capacités de production de pétrole ont été réduites de façon drastique. Sa population paie jusqu'à 2 fois plus cher le carburant et d'autres biens qu'il y a un an. Avec des drones et missiles ukrainiens plus puissants, aucune région russe ne se sent désormais en sécurité. La guerre est revenue en Russie d'une façon que le Kremlin n'aurait jamais imaginée, même dans ses pires scénarios. Le pays a également subi des pertes inimaginables, atteignant récemment le triste cap de plus de 11 millions de victimes. Un rapport récent du ministère britannique de la Défense révèle qu'il y a eu environ 332 000 soldats russes morts et blessés, rien qu'en 2025, tandis que l'état-major général ukrainien signale en moyenne 950 pertes russes supplémentaires chaque jour. Surtout, la Russie a été progressivement isolée du reste du monde. Les pays occidentaux d'Europe et d'Amérique du Nord ont imposé des sanctions financières, affaiblissant l'économie du Kremlin. De nombreux pays ont aussi rompu avec les banques et entreprises russes, isolant davantage la nation, son peuple et sa direction. Chacune de ces conséquences catastrophiques est le résultat direct de l'arrogance de Vladimir Poutine. Il voulait plus de pouvoir et pensait qu'il pouvait simplement voler des régions entières de l'Ukraine pour l'obtenir. Peut-être qu'une vie à toujours obtenir ce qu'il voulait l'a aveuglé sur l'imprudence de cette décision. Mais même lui peut certainement voir à quel point cela s'est transformé en désastre maintenant. Et il en va de même pour le peuple russe, dont beaucoup commencent à se lasser de cette guerre et à en vouloir à Poutine de s'y obstiner. En effet, un récent sondage réalisé auprès du peuple russe par le centre Levada a révélé qu'environ 2 tiers, soit 66% des Russes, préféreraient voir des négociations avoir lieu plutôt que la poursuite des combats. Le pourcentage est encore plus élevé parmi certains groupes, avec 74% des femmes et 80% des jeunes de moins de 24 ans, qui préfèrent voir des pourparlers de paix. Seuls 27% des Russes interrogés pensent que poursuivre l'action militaire est encore justifié. Le sondage montre que de plus en plus de Russes se sentent concernés par la guerre. 58% affirment que l'opération militaire spéciale a affecté leur vie ou celle de leur famille, et 22% déclarent avoir été fortement touchés. Certains ont cité le fait qu'ils avaient perdu des proches dans le conflit, par exemple, ou vu des personnes de leur entourage blessées. Certains ont signalé une dégradation financière depuis le début de la guerre.
Certains ont déclaré que la situation avait détruit les liens familiaux et causé de grandes souffrances mentales et émotionnelles. Même, au plus haut niveau, diverses élites russes, oligarques, généraux et autres personnes occupant des postes de pouvoir exprimeraient des sentiments de fatigue, de frustration et de déception quant à la façon dont la guerre s'est déroulée et continue d'être gérée par le président Poutine. Plus ces niveaux de ressentiment et de frustration augmentent, plus la situation de Poutine deviendra mauvaise. C'est pourquoi il a déployé tant d'efforts pour contrôler le récit à l'intérieur des frontières de la Russie, en contrôlant et en restreignant l'accès à certains sites d'information et plateformes de réseaux sociaux, afin d'empêcher le peuple russe de connaître la vérité. En les répétant sans cesse dans ses discours que la guerre était nécessaire, que tous ceux qui sont morts l'ont fait pour une cause noble et que la Russie est en bonne voie pour la victoire. Mais il ne peut pas cacher le fait que la guerre a duré bien plus longtemps que ce qu'il, ou presque n'importe qui d'autre, avait prévu, et qu'elle continue de peser sur la population russe et d'épuiser l'économie. Et plus le temps passe, plus les gens voient facilement à travers ses mensonges et sa propagande. Il y a seulement quelques mois, par exemple, au début de l'été, la Russie a mis en place des plans pour sa grande offensive estivale. C'était censé être l'offensive ultime, celle qui mettrait fin à toutes les autres. La dernière grande offensive de l'armée russe vers Donetsk, menant enfin à la prise totale de la région. C'est ainsi que les officiers russes capturés l'ont décrite aux Ukrainiens. La Russie souhaitait clairement progresser durant l'été, profitant de conditions météo favorables. Ils ont tout lancé sur les territoires clés du front, des chars aux drones d'artillerie en passant par de vastes escadrons de troupes fraîchement recrutées. Poutine a lancé des déclarations audacieuses, affirmant que toute l'Ukraine appartenait à la Russie, préparant la conquête totale du pays. Les médias de propagande pro-Kremlin, comme la Pravda, ont eux aussi fait de grandes déclarations affirmant que la Russie est en bonne voie de percer les dernières lignes de défense de l'Ukraine avant la fin de l'année. En réalité, cependant, malgré quelques gains de terrain ici et là, la grande offensive estivale de Poutine est largement tombée à plat. Comme toutes les offensives russes depuis le début de la guerre, celle-ci s'est soldée par un statu quo entre l'Ukraine et la Russie, hormis de légers gains territoriaux à Louhansk et Donetsk, ce qui reste essentiel. Des lieux importants, comme le centre industriel stratégique de Pokrovsk, échappent toujours aux forces russes. La célèbre ceinture de forteresses de l'Ukraine, couvrant l'ouest de Donetsk et incluant Kramatorsk et Sloviansk, reste sous contrôle ukrainien. Les analystes estiment que la Russie mettra encore des années à atteindre son objectif initial de capturer le Donbass, sans compter les décennies de combats encore nécessaires pour conquérir totalement l'Ukraine. En attendant, les pertes de la Russie continuent d'augmenter. Chaque fois que Poutine ou le Kremlin promettent la victoire sans tenir parole, la confiance dans le régime de Poutine s'érode lentement, mais sûrement. Maintenant, cela s'est tellement érodé qu'il ne reste presque plus de croyance. L'histoire risque de se répéter, la Russie préparant une nouvelle grande offensive dans le Donbass, qui pourrait être la dernière tentative de Poutine. Les hommes politiques de l'opposition disent maintenant que si cette nouvelle offensive échoue, comme toutes les précédentes, Poutine pourrait ne plus avoir d'autre choix que de mettre fin à la guerre, ou, au minimum, d'appeler à un cessez-le-feu avant la fin de l'année. En résumé, les prochaines semaines et mois seront décisifs et influenceront fortement la suite et l'issue de la guerre, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, Poutine misera sur ses troupes pour trouver, d'une façon ou d'une autre, un moyen de percer les défenses de l'Ukraine. Selon un rapport de la plateforme et groupe de réflexion RE Russie. Pendant 8 mois cette année, l'armée russe n'a obtenu aucun changement décisif sur le champ de bataille. La percée décisive que la Russie prépare avec d'importantes réserves de main-d'œuvre dans les 2 prochains mois pourrait changer l'issue. Et qu'en est-il d'une offensive extrêmement coûteuse et peu fructueuse qui dure depuis 2 ans? En cas de succès, les forces ukrainiennes devront probablement quitter le Donbass. En cas d'échec, les efforts de la Russie pour placer complètement la région sous son contrôle pourront être considérés comme un échec. Les 2 prochains mois seront le point culminant de la bataille du Donbass, de l'offensive russe de 2 ans, et peut-être de toute la guerre de 4 ans. Définissant l'orientation du conflit russo-ukrainien pour longtemps encore, le rapport RE Russie détaille également à quel point la guerre est devenue coûteuse et gaspilleuse en soulignant: en 20 mois, la Russie n'a pris que 6200 km² de territoire ukrainien, contrôlant juste un peu plus de la moitié de la zone qui lui échappait. Durant cette période, les pertes militaires russes
ont atteint environ 70 000 tués et blessés, soit 110 par kilomètre ou 1200 par jour, soit le double de celle entre 2022 et 2023. Les auteurs précisent que l'offensive n'est possible qu'en raison des dépenses imprudentes et désespérées du Kremlin. En proposant des primes et incitations croissantes pour encourager les hommes valides russes à s'engager au combat. Grâce à cela, le Kremlin est encore capable d'ajouter des dizaines de milliers de soldats à ses rangs chaque mois, remplaçant ceux qui sont tués ou blessés, et à continuer de mettre la pression sur les lignes de défense de l'Ukraine. Cela donnera à Poutine un certain optimisme que ses forces pourraient enfin réussir ce qu'elles n'ont pas pu faire depuis longtemps. Et le fait que l'Ukraine soit confrontée à une crise de main-d'œuvre donnera également un certain degré d'encouragement aux Russes. Mais même si elle a quelques facteurs en sa faveur, la machine de guerre du Kremlin a encore une véritable montagne à gravir si elle veut sortir victorieuse. L'Ukraine risque de ne pas égaler la main-d'œuvre russe. Elle n'a jamais pu, ni ne pourra réunir d'aussi énormes dépenses et équipements militaires. Cependant, après plus de 3 ans de guerre, rien de tout cela n'a autant d'importance qu'on le pense. Car, bien que nettement plus petite et faible sur le papier, l'Ukraine a constamment défié les probabilités, repoussé les attaques russes et résisté. Et même maintenant, alors que le nombre de soldats diminue dans certaines zones, l'Ukraine fait preuve de la même force, de la même stratégie et de la même capacité d'adaptation qui l'ont menée jusqu'ici. Elle ajuste ses tactiques, s'enterre et défend les zones les plus importantes, lance des attaques dévastatrices contre les infrastructures russes et utilise au mieux les ressources dont elle dispose. Elle continue également de recevoir un soutien énorme de la part de ses alliés du monde entier, comme les États-Unis et les autres membres de l'Alliance de l'OTAN. Ainsi, toute croyance russe en une percée imminente pourrait encore s'avérer mal placée. Et si la Russie échoue encore une fois, le niveau de soutien à cette guerre et à Vladimir Poutine ne fera que diminuer davantage. Finalement, le chef du Kremlin pourrait réaliser qu'il a perdu la liberté et les options qu'il avait autrefois. Dans son monde idéal, Vladimir Poutine voudrait prolonger la guerre jusqu'à obtenir une victoire décisive. Il aime toujours décrire le conflit comme une opération militaire spéciale dans ses discours et déclarations, car cela donne au peuple telle l'image d'un conflit maîtrisé. Un conflit dans lequel une force expéditionnaire lointaine combat un ennemi maléfique en Ukraine, sans vraiment impacter l'économie ou la vie quotidienne du peuple russe de manière notable. C'est exactement ce que veut Vladimir Poutine, et qu'il a tant cherché à accomplir. Avec l'Ukraine qui ramène le conflit chez les Russes, Vladimir Poutine ne peut plus prétendre qu'il s'agit de moins qu'une guerre totale. Une guerre dans laquelle son pays a subi et continue de subir des pertes qu'il n'avait pas connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Le récit de l'opération spéciale ayant perdu toute crédibilité, Vladimir Poutine n'a plus que peu d'options, si ses forces échouent à prendre le Donbass. On peut suspendre momentanément la guerre puis la reprendre ultérieurement. Mais cette approche est risquée. Car Vladimir Poutine devra aussi gérer des problèmes politiques et économiques internes durant cette accalmie. Mais il devra aussi regagner du soutien et trouver une raison crédible pour relancer le conflit. Sa seule option encore vaguement viable serait sans doute d'accepter un véritable accord de paix avec l'Ukraine. Idéalement, un accord qui inclurait des conditions favorables pour la Russie. Ainsi, Poutine pourrait le présenter comme une sorte de victoire. Poutine se réserverait essentiellement le droit de reprendre l'invasion à une date ultérieure, lorsque le moment sera venu. Il pourrait facilement accuser l'Ukraine de violer un accord de paix, ou trouver une excuse similaire pour envoyer son armée de l'autre côté de la frontière. Cependant, ce scénario pourrait s'avérer bien plus difficile à réaliser que Poutine ne l'espère, car la Russie n'a plus la force d'autrefois. Elle ne gagne pas la guerre, ne domine pas son adversaire, ne progresse pas vite sur le terrain, ni ne marche vers une victoire écrasante. Au contraire, elle peine à créer le moindre élan, tout en subissant des pertes de plus en plus dramatiques et dévastatrices. Le Kremlin ne peut donc pas simplement négocier et imposer ses conditions, en espérant que le président ukrainien, Vladimir Zelensky, y obéisse docilement. Encore une fois, tout cela est le résultat des mauvaises décisions de Poutine. Il aurait pu obtenir un accord bénéfique pour la Russie. Plus tôt cette année, le président américain Donald Trump a discuté avec les dirigeants des deux pays pour négocier un cessez-le-feu. À l'époque, Trump était indulgent avec Poutine et faisait pression sur Zelensky pour accepter un accord. Le dirigeant russe aurait pu, et peut-être dû, saisir cette occasion de mettre fin au conflit avant qu'il ne s'aggrave davantage. Au lieu de cela, il a encore fait le mauvais choix, et maintenant, il en paie le prix.
La patience du président Trump a été trop sollicitée. Trump a admis être en colère et lassé des mensonges et manipulations de Poutine, déclarant récemment en ligne qu'il le pense. L'Ukraine peut poursuivre et remporter la guerre en récupérant chaque territoire occupé par la Russie. L'administration Trump a aussi proposé une aide accrue à l'Ukraine, notamment des renseignements pour les frappes de drones et la possibilité de fournir des missiles Tomahawk longue portée. Ainsi, la guerre devient plus visible pour tous en Russie et ailleurs. Mais les chances de la Russie de réaliser des avancées majeures ou de se diriger vers la victoire deviennent de plus en plus minces. Chaque jour, les pertes humaines augmentent, les pertes s'accumulent, les crises se multiplient, et l'économie est en chute libre, et dans un état aussi désespéré et critique. Même Vladimir Poutine, ce vieux maître dans l'art de s'accrocher au pouvoir et de tourner chaque situation à son avantage, est rapidement à court d'options et d'idées. Découvrez la pression croissante sur Poutine dans cette vidéo où des centaines de Russes ont bravé la censure d'État pour protester contre la guerre à Saint-Pétersbourg. Ou, pour un aperçu approfondi de la gravité de la guerre pour la Russie, regardez cette vidéo qui détaille les pertes catastrophiques du pays. Même la propagande du Kremlin ne peut le cacher. Abonnez-vous aussi à notre chaîne si ce n'est pas fait. Ainsi, vous pourrez rester informé et au courant de toutes les actualités majeures et des développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits importants à travers le monde.